Quand avez-vous commencé à construire en bois et pourquoi? Je crois que j'ai été influencé par le bois dès mon enfance, parce que j'ai habité dans une ville qui était implantée dans une clairière d'une immense forêt à Haguenau, en Alsace, et nous avions des contacts hebdomadaires avec cette forêt. Toute mon enfance a été baignée par cette forêt. J'ai découvert non seulement les arbres et leurs différentes essences, mais aussi les clairières, les sous-bois, les jeux de lumière, l'effet des saisons, et ça m'a emballé pour le bois. Quelles ont été à l'époque vos sources d'inspiration? Alors, mes sources d'inspiration, je viens en dire un mot. Il y a la présence de cette forêt qui nous irriguait quotidiennement de sa beauté, de ses événements. Et il y avait autour de cette forêt un certain nombre de villages qui étaient construits avec le bois de cette forêt, en système colombage, les villages alsaciens comme ils sont connus, avec un système de construction unique, mais toutefois chaque maison était différente. J'ai pris conscience de cette créativité naturelle qui était présente d'une façon généralisée. Ça n'était pas un règlement qu'on appliquait, c'était une sensibilité qui s'exprimait naturellement. En quoi le bois a-t-il modifié votre façon de concevoir un projet? Oui. Le bois est un matériau généreux, mais très exigeant. C'est-à-dire que ses aptitudes physiques sont telles que si on les néglige, on va à la catastrophe. Donc, à travers les siècles, les hommes ont appris à dialoguer avec le bois dans la construction et à réaliser des édifices de plus en plus hardis. Je prends l'exemple des églises norvégiennes par exemple, ou russes, qui ont atteint des hauteurs de 36 mètres, en étant réalisées en rondins, en simple rondins de 40 cm de diamètre. Donc l'influence du bois dans l'histoire des hommes est considérable et elle se poursuit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos forêts continuent à exister, même si elles ont diminué. Elles étaient beaucoup plus grandes à l'époque de l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge de fer, et même après, elles atteignaient jusqu'à 90% des surfaces accessibles, des surfaces terrestres. 90%. Elles sont aujourd'hui encore, dans certains pays comme le Japon, de 60%. 60%, ce qui est considérable, et ce qui a permis, en utilisant rationnellement les coupes, d'avoir un matériau fiable, agréable, constructif, d'une façon continue, qui permet aujourd'hui, à travers le monde, de faire renaître une construction en bois. Ce fut le ministère de l'Équipement qui a créé une cellule de réflexion à laquelle ont participé 5 architectes, dont 2 sont consultés par vous, Pierre Lajus et moi-même. Et nous avons relancé la construction en bois en encourageant des projets types, des projets, des concours restreints pour des gens qui savaient manier le bois. C'est à cette époque aussi que le ministère a lancé la grande exposition du Centre Pompidou sur les maisons de bois en 79-80. Cette exposition a connu un succès inattendu, 1 250 000 visiteurs. Les gens étaient surpris par l'encadrement en bois qui avait été fait à l'occasion de cette exposition, par les senteurs du bois, et le ministère a décidé de lancer des grands programmes de construction d'HLM après cette exposition.
Et petit à petit, la technique a repris du poids parce qu'il a fallu recréer des entreprises, il a fallu animer la filière qui était très désorganisée pour arriver aujourd'hui à un regain certain du bois dans la construction en France et en Europe et à travers le monde. Que pensez-vous de l'architecture en bois actuelle dans le monde et quelle est la place de la France? Pour les raisons que j'ai exposées précédemment, le bois a repris un droit d'existence. Il est reconnu comme un matériau de qualité qui peut répondre à des programmes très particuliers. J'en cite un qui me vient à l'esprit, c'est les surélévations que l'on est amené à faire dans les grandes villes. Et bien souvent, on ne peut pas les faire en béton à cause du poids sur les fondations. Par contre, on peut les faire en bois, parce que le bois est beaucoup plus léger. Hein, le béton est à 2,5 et le bois est à 0,5 de densité pour le poids. Cette meilleure connaissance du bois, les échanges qui se sont réalisés entre les différents pays, les publications qui ont commencé à fleurir de partout sur les bâtiments en bois ont redonné une raison d'être, une possibilité d'être à ce matériau à travers le monde. Alors, il y a actuellement un regain très clair sur le bois, mais qui nécessite aussi une formation de bureaux d'études, qui sont insuffisants en nombre en ce moment, d'entreprises qualifiées. Nous avons en France les Compagnons du Devoir, qui font un travail fondamental depuis le Moyen-Âge sur cette formation en menuiserie, charpente et marqueterie. Mais ça ne couvre qu'un nombre limité de personnes. Il faut donc accentuer cette formation au bois, et pour cela, il serait très important que dans les écoles d'architecture et les écoles d'ingénieurs, il y ait un chapitre important de sensibilisation au bois, en rappelant l'histoire du bois depuis l'âge de pierre jusqu'à aujourd'hui, pour encourager les étudiants à travailler dans ce domaine. Les revues d'architecture ont contribué à encourager les architectes. La revue, j'en cite une parmi d'autres, Séquence Bois. Séquence Bois, qui publie en ce moment son 100e numéro, a encouragé des centaines d'architectes français à travailler le bois. Et ça répond à votre question de l'évolution du bois en France. L'encouragement donné à ces jeunes architectes de construire avec un matériau souple comme le bois a permis un développement extraordinaire, non seulement dans l'habitat, mais aussi dans tous les équipements, les écoles, les gymnases, les piscines, et même jusque dans l'hospitalier. Quels sont les potentiels du bois et des autres matériaux biosourcés? Oui, alors, bien sûr, on a, à côté du bois, on a exploré tout un tas de matériaux parallèles, je dirais, allant jusqu'à la paille, pour contribuer à améliorer l'isolation thermique, par exemple. Bon, ça se développe normalement en parallèle. Bon, le bois touche évidemment un pourcentage beaucoup plus important de réalisation ou de contribution à des réalisations que les matériaux bioportés qui sont plutôt des accompagnements à mon point de vue. Hein. Mais tout ça est en pleine évolution. Hein, on voit maintenant à la télévision des commentaires qui sont faits sur des constructions avec des murs en paille.
en paille avec des grandes épaisseurs qui font une excellente isolation, mais qui ont bien sûr aussi des inconvénients, parce que retomber sur des murs épais comme ça nous rappelle les vieux murs en pierre et leurs grandes épaisseurs. Alors que avec des techniques d'isolation plus modernes sur le plan technique, on arrive à des épaisseurs raisonnables, qui sont, à mon avis, plus dynamiques dans l'évolution de l'architecture que ces matériaux qui exigent de très très grandes largeurs. Comment susciter le dialogue avec l'environnement par l'architecture ? Le dialogue entre l'architecture et son environnement est évidemment d'abord un problème de volume, de volumétrie, savoir comment on propose l'insertion d'un nouveau bâti dans un environnement qui peut être naturel, à la campagne, ou urbain, dans la ville. Il y a donc un dialogue à créer entre ces nouveaux volumes et ce qui existe avant. Dans la nature, ce sont des arbres, ce sont des prés, ce sont des collines, c'est une rivière, voilà, on cherche à dialoguer comme l'ont fait nos anciens. Nos anciens l'ont fait jusqu'au XVIIIe siècle d'une façon impeccable, prise en compte de l'environnement. Ensuite, au point de vue du traitement des structures, il y a un volume, peut-être à la limite un bunker, voir les bunkers du mur de l'Atlantique, qui ont leur beauté guerrière, mais qui ne sont pas humains, alors que nous, par le traitement des façades, des percements, on peut créer autant de contact avec l'environnement. L'intérieur du bâtiment dialogue avec l'extérieur, et l'inverse aussi, l'extérieur rentre dans le bâtiment. C'est en ça que nous pouvons faire des architectures de qualité comme elles l'ont été faites sans architecte pendant des siècles jusqu'au XIXe siècle. Parce que il faut rappeler que les écoles d'architecture n'existaient pas au Moyen Âge. Il y a une phrase là que j'aime bien. Au XXIe siècle, dans le cadre du développement durable, le matériau bois confirme sa contribution millénaire à une politique d'économie d'énergie. Matériau écologique respectueux de l'environnement, le bois est une matière première renouvelable, en croissance permanente. Sa transformation est économe en énergie. Le bois permet de mener des chantiers propres et se recycle aisément en fin de vie. Enfin, construire en bois, c'est laisser la forêt se développer, les coupes d'arbres venues à maturité ou les coupes d'éclaircies étant les clés de sa croissance. Il s'agit, avec ce matériau ancestral, de mettre en place des rythmes, de tenir compte des différentes échelles de perception, de créer des espaces porteurs d'échanges, de favoriser le dialogue quotidien entre les hommes et leur indispensable prolongement, l'architecture.